27 ans, 400 millions d'abonnés et des journées de travail allant de 15 à 18 heures. C'est beaucoup. C'est une belle journée. J'ai vu le documentaire de John qui entre dans les coulisses de MrBeast en le suivant pendant 45 jours et il y a plein de trucs à dire. Je vais adorer ce sujet, surtout avec Paul. Est-ce que c'est le créateur le plus organisé de la planète ou juste il a poussé son obsession le plus loin possible? On parle d'un mec qui a dormi dans un cercueil dans son garage pendant des semaines pour préparer une vidéo, d'un mec dont la mère a planqué $100 000 en secret parce qu'elle avait peur qu'il fasse faillite, qui fait ses pauses en enchaînant 9 collabs avec des créateurs entre 2 autres tournages. C'est simple, j'ai listé les 10 faits, anecdotes qui m'ont le plus marqué de ce documentaire. Et aujourd'hui, avec Hardisk et Romain Lannéry, on va les passer en revue un par un et en débattre ensemble. Ça vous va? Let's go. Faut-il travailler plus pour avoir plus de succès? Ça va être ça. Ouais, c'est un peu ça, mais sans trop l'être. En fait, ce qui est assez fascinant dans ce documentaire, c'est de voir à quel point MrBeast a des systèmes extrêmement bien huilés pour faire fonctionner sa boîte de prod et faire en sorte que plein de vidéos sortent, quoi. Bienvenue dans Speakeasy. C'est hallucinant. Oui. Henri, Speakeasy. Alors Speakeasy, c'est un podcast qui sort toutes les semaines sur toutes les plateformes audio et sur la chaîne YouTube de Speakeasy avec 3 créateurs, moi-même, Romain Lannéry, Paul Barbosa. On a chacun nos spécificités et on parle du monde de l'influence, de la creator economy et de tout ce qui tourne autour. Bienvenue. Magnifique. Bienvenue à tous. Abonnez-vous et passez un bon moment avec nous autour de ce sujet. Je suis très curieux de voir vraiment l'organisation et les coulisses d'une organisation américaine comme MrBeast. Mais je pense déjà que ça va te plaire parce que ça rejoint des sujets dont on parlait en off juste avant, donc ça risque de t'intéresser. Quand je leur raconte que moi je fais du 6h, 20h, je sais pas m'arrêter. Mon seul moyen de m'arrêter, c'est de me déplacer, en fait, de partir. Alors le premier point, c'est le caméraman qui doit lire dans les pensées de Jimmy. En fait, dans le documentaire, on pose la question directement à Darius, qui est le caméraman principal de Jimmy. Et Jimmy, c'est MrBeast, pour ceux qui n'ont pas son prénom. Et on lui demande, c'est quoi ton job? Et en fait, il répond, il faut être capable de deviner ce qu'il veut avant même qu'il ne le veuille. C'est vraiment ça, son job. Et en fait, c'est même pas suivre les instructions de MrBeast, c'est les anticiper, être en avance d'une action sur lui en permanence. Et en fait, il applique cette logique à toute l'équipe. Et lui, Jimmy, donc MrBeast, il veut pas gérer. Il veut diriger sur le set. En fait, il veut arriver et juste être en mode je fais l'acteur, je fais le présentateur et je repars sur un autre plateau. Il veut même pas prendre la moindre décision en arrivant sur un set. En fait, tout le monde autour de lui a intégré que leur rôle est de rendre son passage sur un plateau aussi fluide et court que possible. Il a délégué au maximum qu'il peut. Et en fait, ce qu'il dit sur son management, c'est qu'il a réussi à créer une culture de boîte où l'anticipation est la compétence numéro 1. Même pas à l'exécution, la créativité, mais vraiment l'anticipation. En fait, je trouve ça fascinant parce que c'est pas forcément des logiques auxquelles on fait face quand on démarre et qu'on apprend à déléguer. Donc voilà, moi je voulais juste avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut considérer que t'es plus chez toi. T'as les clés, mais c'est plus chez toi. Et c'est pas évident à faire. Parfois, de vraiment créer une équipe pour que ça soit eux que revienne la responsabilité d'écrire, de filmer, de capter, et que le principal, j'allais dire intéressé, mais en fait, je pense que Jimmy dissocie vraiment son poste de PDG et d'entrepreneur avec son poste d'animateur. Et je pense que si demain, Jimmy pouvait passer plus de temps, je le connais pas du tout, je lis dans ses pensées à travers ce que tu me dis là, mais s'il pouvait passer plus de temps à imaginer des nouvelles chaînes, des formats, plutôt que être en vidéo et que ça performe autant, il le ferait. C'est possible, ouais, effectivement. S'il pouvait déléguer même sa présence sur le tournage, il pourrait le faire. On le voit d'ailleurs dans des contenus. Sa fin de carrière, je pense. Dans les contenus courts, il utilise de plus en plus l'IA. J'ai vu beaucoup de contenus courts avec de l'IA, avec du fond vert et tout ça, mais vraiment très poussé. Et tu sens que son objectif est uniquement... son objectif, c'est d'être le premier créateur au monde, de faire le plus de vues possible, peu importe le moyen. Donc, je pense qu'il n'a pas du tout... ce qu'un créateur peut avoir en tête de non mais moi ça me plaît de faire ça alors je le délègue pas, c'est pas la question. Que ça te plaise ou que ça te plaise pas, on va juste te mettre à l'endroit où tu es le plus rentable, donc à l'image. Donc si tu dois enchaîner 400 contenus jour parce que tu es 3-4 secondes à chaque contenu pendant le hook
pour uniquement que la personne reste et ensuite que ces contenus-là fassent le plus d'audience possible, c'est ton seul objectif. Donc, je pense qu'il a vraiment considéré que quand il rentre dans les studios, c'est une personne parmi d'autres. Ouais. Mais c'est ce que disent d'ailleurs les gens qui font des vidéos avec lui ou même des créateurs français qui ont été en Caroline du Nord dans leur studio, c'est qu'il va arriver en plateau et il va faire genre « J'ai ramené 50 des plus gros youtubeurs du monde et ceux qui sortent de ce cercle sont abattus sur le champ, tu vois. » Hop, il fait son truc, nanana, il se barre, il va tourner 8 shorts, 4 autres intros d'autres vidéos. Et en fait, il y a genre vraiment 10 tournages en simultané dans leur énorme champ là, au milieu de la Caroline du Nord. Et lui passe de plateau en plateau, quoi. C'est ce qu'il expliquait, c'est que à une époque, du coup, il faisait des 7 jours enfermés sous terre. Tu sais, il l'avait fait. Ouais, ça c'est intenable. Et ça, maintenant, il peut plus le faire parce qu'en fait, ça demande sa présence pendant 7 jours d'affilée dans un tournage. Et donc, le fait qu'il ne travaille pas sur autre chose, c'est impossible. Il est enfermé en fait pendant 7 jours. Ça, il le fait plus. Mais par exemple, il met en scène des expériences de 100 jours. Dans il enferme des gens à sa place. Il enferme des gens pendant 100 jours dans des... Il a délégué le fait d'enfermer des gens. Ah oui, exactement. Et en fait, lui, pendant les 100 jours, il vient qu'un seul jour, à la fin ou au début. Ou tous les 10-15 jours. Enfin bon, c'est même gérable. Même pas. Et en fait, tout le reste, c'est suivi à distance. C'est d'autres gens qui interviennent ou ça se passe en autonomie. Et du coup, il crée des concepts. Et justement, c'est le point d'après. En fait, c'est le contenu qui s'adapte à MrBeast et pas l'inverse. Par exemple, je prends l'exemple dans la télévision classique, c'est le talent qui s'adapte au planning de production. Je pense que Romain en a fait l'expérience d'ailleurs. Ça peut durer des heures pour une petite séquence et c'est comme ça. Et en fait, chez MrBeast, c'est l'inverse total. Dans le doc, il montre vraiment que toute la logistique, les équipes, les sets, même les créateurs invités, tout est organisé autour des rares fenêtres où Jimmy est dispo. En fait, quand il arrive, tout est prêt et quand il repart, tout continue sans lui. Et en fait, c'est le directeur créatif qui intervient à un moment, qui s'appelle Tyler. Et en fait, il explique que lui, il a pour mission centrale de libérer le temps de MrBeast. C'est vraiment ça. Et donc, c'est pas forcément, même pas, enfin si, de créer du bon contenu, ok, mais c'est vraiment de libérer MrBeast pour qu'il puisse créer d'autres bons contenus. C'est vraiment ça, sa ligne directive. Et moi, je trouve ça aussi fascinant. Juste, attends, je te relance, mais vous, là, où est-ce que vous en êtes sur ça ? Genre, est-ce que vous déléguez absolument tout ? Qu'est-ce que vous choisissez de déléguer ? Et je pose pas cette question de manière anodine parce que souvent, dans ce podcast ou en général, on parle pas forcément de nos petits problèmes et tout. Et bien moi, c'est un problème que je suis en train de résoudre. Parce que j'ai atteint mon mur il y a quelques mois là. Tu t'es pris un mur vraiment ? Je me suis pris un mur dans la gueule. Yes. Physiquement. Et tu vois, ça me faisait, juste avant de répondre, ça me faisait penser à un post LinkedIn que j'ai vu de Poisson Fécond, je crois. Ok. Comme ça. Et il disait que lui, pour ses vidéos YouTube, il en sort une par semaine et il a tout délégué. Il a juste un point de 30 minutes chaque semaine avec son équipe. Il valide le sujet et l'heure d'après, il tourne. Et c'est tout. Après, il n'entend plus parler de la vidéo jusqu'à ce qu'elle sorte. Même lui, il gère pas la sortie. Et en fait, en 1h30 par semaine, il a une vidéo YouTube de prête de manière hebdomadaire, quoi. Okay. Ça, je trouve ça fascinant. Et tu vois, j'en parlais aussi avec Vince sur le format court de même déléguer l'écriture, trouver des gens meilleurs que toi. Et toi, t'es juste là pour choisir les sujets, tourner, et le reste, tu le fais pas. Donc ouais, c'est des sujets qui m'intéressent aujourd'hui. Et je me rendais pas compte, en fait, à quel point on n'est pas indispensable, même pour l'écriture, même pour l'idéation. Il y a des gens meilleurs que nous. C'est indispensable que tu donnes un peu l'énergie et la façon de penser. Ouais, parce que pour avoir essayé, franchement, pour avoir bossé avec beaucoup, notamment d'auteurs, écrire du YouTube et écrire du bon YouTube, déjà, il y a une différence entre les deux qui est stratosphérique et ça demande quand même un travail, un entraînement, un truc il faut donner l'énergie de le faire. Et d'écrire du bon hard disk. Au-delà du bon YouTube, il y a ça aussi. Non, mais c'est vrai. Ouais. Mais tu vois, non, pour vous raconter ma petite histoire, moi j'ai tapé un mur il y a pas longtemps où vraiment ça allait pas très bien et le problème dans ma vie était un site internet qui s'appelle Frame.io. Frame.io, pour ceux qui ne connaissent pas, est un excellent site internet, toutes choses étant égales par ailleurs, qui vous permet de recevoir un fichier vidéo et de faire des retours dessus. On s'en sert beaucoup sur YouTube et dans plein de médias pour faire des retours en disant, bah voilà, ton monteur t'envoie une V1 du montage, tu fais des retours, il t'envoie une V2, etc. Et moi, dans ma semaine, j'ai les vidéos hard disk
on en sort 2 par mois de 30 minutes et quelques, et à chaque fois, il y a plusieurs versions de montage. J'ai les capsules sponsorisées qui arrivent à des moments complètement erratiques, parce que c'est quand on a un contrat qui tombe, on a un script qui est prêt à tourner d'une capsule, ok, je vais le tourner, il faut que je valide cette capsule aussi avant de l'envoyer, et on a les contenus courts où on sort un short par jour qui sont tournés par session, en général 15 à 20, et où je les valide, 15 à 20, je fais des retours, etc. Et en même temps, je développais donc cette nouvelle série qui sort bientôt, qui est déjà sortie selon quand voilà, qui s'appelle Pièce, et où pareil, c'est des épisodes de 40 minutes avec beaucoup de prod, et où il fallait que je valide. Et je me suis rendu compte il y a quelques semaines que je passais le plus clair de mon temps sur frame.io à faire des retours de montage pour ces différents types de contenus. Et en fait, je ne pouvais plus parce que j'arrivais parfois dans ma journée où, entre le moment où je me lève et le moment où je termine et je fais d'autres choses comme mes mails, comme machin et tout, il était déjà 15-16 heures. Donc, t'étais depuis le matin sur Frame? Depuis 9h du matin, je faisais du Frame.io. Et donc, j'étais intancable. Et donc là, je suis en train de résoudre ce problème pour mettre une personne dont le boulot est de faire ce travail de QA, de Quality Assurance, de contrôle de la qualité. Je suis en train d'écrire un énorme document avec de tout ce que moi je vois et de comment il faut réagir, quel retour il faut faire et tout, pour dire, bah voilà, il y a des contenus que je ne dois plus regarder, notamment le contenu court, notamment machin. Et il y a du contenu où je ne regarde que la dernière version, notamment les vidéos hard disk, tu vois. Voilà. Et Romain, je sais pas si t'as un commentaire à faire. C'est trop intéressant. Moi, le commentaire que j'ai à faire, c'est que c'est pas possible, t'as pas les bonnes personnes dans tes équipes. C'est pas possible qu'un monteur t'envoie une version où tu es obligé de passer 1 heure dessus pour faire des retours. Ça peut prendre du temps au départ, d'avoir vraiment un monteur qui soit artiste, mais aujourd'hui, la dernière vidéo là qui sort dimanche, je l'ai regardée une fois, j'ai 3 retours à faire, je ne la regarderai plus jamais jusqu'à ce qu'elle sorte dimanche sur la chaîne. En fait, on va trop dans les détails et c'est aussi un truc qui va changer. Mais oui. Je sais pas si c'est des détails ou si c'est... Parce qu'il y a aussi un truc à bien prendre en compte, c'est est-ce que ton retour permet de faire mieux, beaucoup mieux que ce que tu as vu, ou différent? Et c'était un des plus gros problèmes. Et c'est un vrai problème avec toi-même. C'est-à-dire que pour le coup, là, s'il faut pas changer de monteur, faut pas recruter, il faut juste aller voir un psy. Parce que avoir un contenu qui performe aussi bien que le tien, voilà, il est là, mais qui soit juste différent, c'est aussi quelque chose qu'on peut accepter. Moi, par exemple, il y a eu un retour que j'avais fait la dernière fois. Tu me détesterais, je pense, avec un retour pareil. J'ai fait un retour, je fais tout est très bien, mais c'est trop YouTube. Démerdez-vous. C'est tout. C'est tout. Okay. Et les équipes se sont parlé et tout. Je dis trop YouTube. Ok, ouais, non, je comprends. Là, il y a un template en dessous de la photo que j'affiche. Ok, là, machin. Souviens-toi des références, Bloomberg Originals, Wall Street Journal et tout ça. Ok, je comprends. Ils m'ont renvoyé le truc, je fais, voilà, là, c'est plateforme de streaming. On peut y aller. Parce que juste, t'avais des assets, de la police d'écriture, mais ça, si c'est moi qui dois alors je change juste d'équipe. C'est juste que je ne travaille plus avec les bonnes personnes. J'ai monté de niveau et eux n'ont pas suivi. Et c'est le plus dramatique quand tu entreprends. C'est un moment de te séparer de gens qui n'avancent pas dans les wagons du train, qui lui-même avance. Et tu dois l'accepter. Et il ne faut jamais forcer une personne qui n'a pas envie de prendre le wagon suivant. Il est peut-être super bien à son endroit, il est content de ce qu'il fait, il ne veut pas aller plus loin et c'est son droit. T'es pas obligé, toi, de vouloir toujours pousser et autres. Et à un moment, quand les ronds rentrent plus dans les carrés, tu vois, faut passer. Donc, nous, il y a eu un moment avec Simon, avec qui on travaille depuis déjà des années, il y a eu un moment où je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que tu veux que je t'emmène plus loin? Est-ce que tu veux te faire mal? Ou est-ce que tu veux rester là où t'es? Et dans ce cas, c'est super, simplement, je sais qu'on aura ce type de production-là sur lesquelles on peut te confier ces missions, mais ces productions-là, on va devoir passer une étape. Il y a des choses que tu ne vois pas, qu'il va falloir voir. Il y a une sensibilité. Moi, par exemple, la première chose que j'ai dit à Simon, c'est si dans la semaine, tu ne regardes pas en moyenne 1 demi-heure à 40 de contenu très haut de gamme sur les plateformes de streaming, documentaires américains et autres, on ne peut pas continuer de bosser ensemble, c'est pas possible. Je te demande d'intégrer des séquences avec de la voix off anglais. Je te demande d'insérer des sous-titres. Regarde la police de sous-titres que tu as choisie. Tu as déjà vu ça sur des... Ah oui, non, ok. Tu vois la différence. Voilà. Donc en fait, je vais pas te demander de faire un effort d'exécutant, je vais te demander de faire un effort humain. Et ça, je peux pas te forcer. Soit t'aimes regarder ces contenus-là et soit on va continuer d'avancer ensemble dans ce rythme-là parce que moi, c'est là où je veux aller. Et vu que c'est moi qui décide, c'est ce que je vais faire. À un moment, il faut aussi, tu vois, dire ce qu'il est. Mais c'est le plus difficile, je pense. Moi, la grosse question que j'ai pour le sujet de MrBeast, c'est comment est structurée la boîte. Est-ce qu'il y a une équipe qui gère
uniquement le planning, par exemple, de vidéo, une équipe qui gère le planning de production, et chaque production, ce sont des mini-équipes avec la fameuse idée de Jeff Bezos du début, c'est que chaque équipe doit pouvoir se nourrir d'une seule pizza, sinon c'est que ton équipe est trop grande, faut que tu dégages du monde. Et nous, on est en train d'arriver là-dessus, tu posais la question, on a développé du coup une équipe sur un format, le format chronique, une équipe sur un format, le 20 minutes avec. Par exemple, par équipe, il y a combien de personnes ? Le format 20 minutes avec, tous les mois, il y a, en fonction du tournage, tu dois avoir 5-6 personnes sur le tournage, et ensuite tu as 2 personnes qui valident le montage, qui travaillent le montage, les images et autres, et qui livrent le contenu prêt à publier. C'est un par mois à peu près. Exactement. Ça, c'est une équipe. Cette équipe-là ne sait jamais quels sont les sujets chroniques, quels sont les... Ils n'ont même jamais parlé aux monteurs qui travaillent sur des chroniques. Donc c'est toi qui gères chaque équipe aujourd'hui. Non, là après tu as une équipe qui est une équipe de gestion de production qui est pilotée par un directeur de production et une assistante de production. Et à 2 ensemble, ils gèrent les contenus que produisent les équipes. Okay. Pour l'instant, j'ai pas encore besoin de créer une autre équipe de validation et autres, c'est pas assez gros. Et là, on est en train de se dire, moi, si on veut augmenter le rythme et maintenant être à une vidéo par semaine, il me faut une nouvelle équipe. Donc, il y avait une équipe chronique, une équipe 20 minutes avec. Il va falloir une deuxième équipe chronique qui ne se parle pas, mais simplement, ils ont le même cahier des charges, la même bible vidéo à respecter. Et les 2 travaillent en symbiose, gérés par une équipe de gestion de production, et vont pouvoir comme ça livrer un super format tous les 15 jours. Et 2 équipes tous les 15 jours, ça fait une vidéo par semaine. Voilà. Mais je ne presse pas le citron avec une personne à qui aujourd'hui je demande déjà un format magnifique de 35-40 minutes, super bien illustré, qui doit produire en une semaine. Ensuite, on fait des retours. Il va se passer 2-3 jours. Ensuite, on prépare toute la façon de vendre le format sur YouTube. Donc, j'avais pas envie de réduire ça. J'avais pas envie de me dire je mets la même équipe sur une vidéo par semaine parce que je savais très bien que dans 6 mois, j'allais arriver en disant ah, ça c'est pas bien, ça tu vois, tu l'as pas vu, ça machin. Bah, c'est normal. Ouais, tu peux pas demander le monde à... Non, c'est un humain. Moi, tu me demandes pas de faire 4 tournages par jour. Bah, lui, tu lui demandes pas de... Tu vois. Voilà. Ok. Toi, dans l'idéal, du coup, ça serait quoi, par exemple, ton... Moi, il y a 2 choses pour régler ce problème qu'on est en train de mettre en place. La première, c'est ce sur quoi Romain a mis des mots, c'est-à-dire le côté est-ce que tu fais mieux ou est-ce que tu fais différent ? Et ça, c'est extrêmement difficile, surtout quand tu as ta vision stratégique, tu sais où tu vas, etc. Et de mettre quelqu'un aussi à la place pour que moi, au final, je sois là où je suis vraiment utile, c'est-à-dire au tout début et à la toute fin. Grosso modo, ce qui se passe. L'idée, la strat, le script, tu vois, genre, j'ai vraiment envie qu'on parle de ça, qu'on le raconte de telle façon et tout. Et à la fin, le produit final pour changer 2-3 pouillèmes qui rajoutent vraiment 5%, 10% de waouh dans la vidéo, tu vois. Et que tout ce qui se passe au milieu soit géré entièrement par d'autres gens. Ça, c'est mon goal cette année. Et typiquement, c'est ce qu'on nous demande de plus en plus chez Influx Prod. T'as des créateurs qui nous disent, moi, j'ai mes formats, j'ai mon équipe, tout roule, mais j'ai envie de développer un nouveau format. J'ai pas les équipes pour, je sais pas faire. Ça, je veux venir une journée chez vous par mois et savoir que j'ai un format qui est publié toutes les semaines. Voilà. Combien ça coûte ? Comment on fait ? Qui le fait ? Ça, on nous demande de plus en plus. Et des médias très connus, des médias qui sont déjà super gros, équipés et autres, et juste qui nous disent ce format-là, j'ai pas le temps d'aller chasser le bon studio, les mecs des lights. Je pourrais le faire. Mais j'ai pas envie. Je préfère continuer de me concentrer là-dessus et tester ce format-là sur une saison. Faisons 6 mois et voyons. Donc, on voit vraiment cette envie de développer à chaque fois des équipes. C'est vrai qu'en fait, il y a 2 chemins possibles quand on crée du contenu. Soit on prend le chemin de l'artisan, et ce qui est super. Et dans ce cas-là, on est à la main sur l'écriture, sur le tournage, sur le montage. Et du coup, on peaufine, on n'augmente pas la cadence, on change pas de format, mais on peaufine et on essaye de faire une meilleure vidéo le mois d'après. Attention avec cette image de l'artisan quand même, parce que je trouve que... Non, mais c'est pas que t'as tort. C'est qu'il y a quand même beaucoup de créateurs qui ont l'image de l'artisan qui sont pas très artisans. C'est-à-dire qu'on a beaucoup cette image de genre, ah oui, ben moi, je veux plutôt ressembler à tel ou tel créateur plutôt qu'à Beast ou à je sais pas quoi, parce qu'ils sont artisans. Tu le sais pas, mais ils ont 3 auteurs et 2 monteurs. Tu vois. Non, mais moi, je parlais de... Parce que en vrai... je parle pas de l'image qu'on renvoie, je parle vraiment de son processus de travail. Et il y en a qui adorent écrire, tourner, monter. Exactement. Et c'est super. Faut pas oublier ce que tu as envie de faire. C'est ça. Voilà. Et après, si toi, tu as envie d'être, je sais pas comment on peut appeler ça, mais plus entrepreneur peut-être, et donc d'être là, comme tu l'as dit, juste à l'idéation, au tournage, mais tout ce qu'il y a autour, ça te parle pas, et tu as envie de faire plein d'autres formats, plein d'autres trucs, d'être sur les formats courts de trucs, bah là, effectivement,
tu es obligé peut-être de tendre vers ce que fait MrBeast, peut-être pas de manière aussi extrême, mais en tout cas, il faut parfois mettre un peu son ego de côté. Je trouve ça drôle. Vraiment, pour moi, c'est un sportif de haut niveau, ce mec. Il faut être en phase avec ses objectifs. Lui, son objectif, c'était d'être le premier au monde et de faire le plus de vues. Et donc, pour ça, il met en place un plan. Perso, c'est pas du tout mon envie. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est de discuter un peu plus avec les auteurs, de vraiment comprendre l'idée, d'être dans les studios. Parfois, on me voit, je suis en train de déplacer des objets, on me dit qu'est-ce que tu fous là? Je me fais kiffer. Voilà, je t'emmerde. Je sais que c'est peut-être pas à moi de faire ça, mais ça me fait kiffer. À 1h du mat, il rebranche des câbles HDMI. Ça m'est arrivé quand on a testé la régie InfluxProd. Ouais, j'étais là à minuit et je me suis dit, allez, on va se mettre le petit setup. C'est moi qui branche tout seul. Ça me faisait kiffer. J'avais besoin de comprendre. J'ai envie de faire ça. Mais ça, c'est mon truc. Et donc, j'adapte évidemment pour faire ça mon planning et surtout mes objectifs. Je vais pas promettre à des associés de faire je sais pas combien de plus-value par an ou d'objectifs démesurés, parce que je sais que pour faire ça, il faut que je sois dans une grotte toute la journée, que je vois plus personne, que je crée que des équipes, que je sois vraiment en mode management, que je sois sur Google Sheet toute la journée. Ça me plaît, mais je vais pas le faire toute la journée. Donc je vais pas essayer de me promettre des objectifs qui sont pas du tout réalisables avec ce que j'ai envie de faire. Donc je pense que c'est un bon mix entre ça me prend un temps de fou furieux. Ouais, ça me fait kiffer, mais putain, la plus-value à la fin du mois, pas folle. Ça, par contre, ça me prend pas beaucoup de temps, mais ça me plaît pas du tout. Bon, ok, ça je délègue alors. Ça me prend pas beaucoup de temps, mais j'adore ça. Bon, alors je le garde, tu vois. Et je pense que c'est ce bon mix à avoir. Moi, par exemple, j'ai compris que j'étais une bite pour gérer l'agenda de production. Je suis nul. Parce que j'oublie un truc et je vais te dire le vendredi, c'est bon, la vidéo elle est prête pour dimanche, j'ai complètement zappé de te prévenir. Nul. Donc, je m'équipe d'une équipe qui sait. Et moi, maintenant, c'est à moi qu'on dit, ça, Romain, faut que tu le tournes avant telle date. Ok, je regarde dans l'agenda, je le tourne avant telle date. Mais c'est pas moi qui vais décider de quand est-ce qu'on tourne. T'es sûr que j'ai plus en tête déjà les 4 dernières vidéos qui sont en cours de montage, l'autre qui est occupé à faire ça, la miniature, machin. J'ai pas en tête toute l'équipe. Donc, tu dois adapter aussi tes compétences. Et vous vous entourez uniquement de freelance ultra spécialisés, ou vous avez des profils plus boîte à outils un peu touche à tout, qui sont en CDI, en CDD, en alternance, je sais pas. Sont là. Moi, c'est très simple, je confie 100% de ma prod à InfluxProd. Okay, donc ensuite, c'est InfluxProd qui gère les créatifs. InfluxProd. Mais vraiment, okay, je me ça règle beaucoup de problèmes. Ça règle beaucoup de problèmes. Voilà. Je leur ai confié ma prod annuelle. Donc, il y a une production mensuelle qui est récurrente et peu importe les artistes avec qui eux travaillent, moi, je sais que je veux le tampon InfluxProd. Je m'en fous qu'ils changent de monteur, je m'en fous qu'ils changent de tout ce que je veux, c'est que ça soit validé InfluxProd. Et donc, je sais que ça me conviendra. Et après, sur des prods externes, c'est eux, pour le coup, qui vont mettre en place une production 20 minutes avec pour un déplacement. Voilà. J'ai simplifié ça à bord. Non, moi, j'ai un profil fixe. Qui sert un peu de centralisateur pour des freelances avec qui on va bosser sur telle mission. On a recruté récemment en free pour le short, parce que forcément c'est pas les mêmes mécaniques. On a une autrice spécialisée sur le short, etc. Et j'ai un profil centralisateur qui là est full time pour centraliser tout ça, quoi. Voilà. Justement, pour revenir. Moi, j'ai que des freelances aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me posais la question de... Parce qu'il n'y a pas si longtemps, tu avais Paul Barbosa. Ouais, j'étais tout seul. Mais là, justement, moi, je prends énormément de plaisir à essayer de comprendre comment construire des systèmes autour de mes différents formats, que ce soit le club... Après, on est tous très différents. Tu vois, Romain, il a construit un truc avec InfluxProd, avec une, tu vois, machin. Moi, aujourd'hui, on est passé d'un modèle à l'autre. Il y a encore quelques années, on avait des bureaux en physique à Paris, s'il te plaît. Et moi, je partais pour faire un truc très Redbox, très modèle, un peu à l'ancienne, YouTube et tout, parce que c'était ce que j'avais en tête. Aujourd'hui, je suis 100% décentralisé. L'extrême majorité de mon équipe n'est pas en France. Tu vois, c'est des francophones ou des Français, mais qui sont partis vivre un peu partout. Moi-même, je suis en déplacement tout le temps. Donc, on n'est plus dans les mêmes modèles du tout. Enfin, on est complètement sur autre chose. Super intéressant. J'adore. Et du coup, pour revenir sur MrBeast, le modèle qu'il utilise a un nom dans le monde du management. Ça s'appelle le bottleneck thinking. Et en fait, c'est simple. Tu identifies la ressource la plus rare et la plus précieuse de ton système. Ici, en l'occurrence, c'est lui-même. Voilà, le temps de MrBeast, son énergie, son temps. Et de tout organiser pour qu'elle ne soit jamais gaspillée ou bloquée. C'est trop intéressant. En fait, tu te dis, OK, c'est quoi le truc le plus précieux que j'ai ? Le temps de MrBeast. On va faire en sorte qu'il soit le moins gaspillé possible. Ce qui est marrant dans son cas, c'est que c'est encore plus rare comme ressource que l'argent.
Bah oui, bien sûr. C'est assez dingue, quoi. C'est-à-dire qu'il a tellement ce truc d'athlète de haut niveau que fondamentalement, s'il faut dépenser $1 million en plus en salaire pour économiser 1 heure, c'est extrêmement rentable. Tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le cas de toutes les boîtes, hein, que la ressource la plus précieuse, ce soit le temps du fondateur. Ouais. Mais dans le cas d'un créateur de contenu, j'ai l'impression que c'est assez récurrent. Mais il a pas le choix, ouais. Même pour Romain, par exemple, je pense que la ressource la plus précieuse de ton système, c'est ton temps, finalement. Mais comme tous. Ouais, c'est ce que je dis, comme tous les créateurs. Ça touche tout le monde. Ouais. Ouais, là, c'est un athlète de haut niveau. Mais c'est intéressant. C'est comme si nous, on jouait au foot le week-end pour rigoler de temps en temps et qu'on parle de Kylian Mbappé. Je pense qu'on comprend pas. Tu vois, Mais tu vois, je pense qu'un Kylian Mbappé a strictement les mêmes problématiques. Ah, complètement. Ouais. Tu vois, parce qu'il y a les temps d'entraînement, les temps de match et les temps de, tu vois, je dois être à tel événement, je dois être à tel machin. Conférence de presse, les trucs. Mais là où tu as raison, c'est que plus tu as envie de faire bien ce qui t'anime tous les jours et autres, plus tout le reste passe en secondaire. Ça fait très longtemps, je pense qu'à part 1 ou 2 personnes, ça fait très longtemps que je ne dîne plus dehors avec d'autres personnes. La dernière fois que je l'ai fait, on était ensemble. Tu vois, depuis, j'ai jamais... à part ma famille, quoi, je veux dire. J'accepte rien le soir, je suis un moine, quoi. Je dors à 21h30, me réveille à 6h du mat, mais moi, ça me fait tellement plaisir d'avoir cette énergie-là après dans ma journée et j'aime tellement ce mode de vie-là que c'est pas un sacrifice. Le but, quand des gens me disent... C'est ouf, hein, l'impact que ça a sur ta vie perso. Mais c'est incroyable. Moi, j'ai passé un gap récemment, c'est que ça fait... Je vais vous dire, attends, j'ai un compteur même pour te dire. Là, j'adore. Le compteur. Ça fait... Il y a une app pour ça. 82 jours que j'ai complètement arrêté l'alcool. Okay, ça fait un moment parce que incroyable. j'étais arrivé à un point où en fait j'ai jamais eu ces trucs de j'étais pas un gros fêtard, tu vois. Mais dès que tu bois ne serait-ce qu'une ou 2 bières, le lendemain t'es fatigué, on vieillit, machin et tout. Et je me suis dit en fait là j'arrive à un point où si je veux performer au point où je veux performer, c'est soit je performe comme je veux, soit je bois de l'alcool même de manière récréative tranquille, quoi. Tu vois. Moi je me suis rendu compte que ce qui me plaisait c'était le geste. Et c'était de trinquer avec les gens et autres. Donc en fait, je prends maintenant beaucoup plus souvent qu'avant. J'aime toujours bien l'alcool, hein, j'ai aucun problème là-dessus. Mais tu vois, ça va être des trucs cons, mais un Diabolo Grenadine, un truc d'enfant. Oui, mais juste parce que j'ai une boisson. Ouais. Et je m'en fous de payer 15 balles mon verre, même si j'ai pas d'alcool dedans. Juste, je serais pas bourré, je serais bien, tu vois. Donc, non, je pense que c'est important. Ça, encore une fois, ça dépend de la place que ça occupe, quoi. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est primordial d'avoir une vie sociable, d'être avec d'autres. Moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, ma priorité, c'est d'être avec les gens j'aime. Mais les gens en tant que tels, je m'en fous. Après, il y a les amis et après, il y a ma famille. Mais non, mais c'est vrai. J'adore cette phrase. Je passe un meilleur moment en étant tout seul chez moi, travailler une idée ou faire quelque chose, être en balade avec mon chien, que d'être avec des gens que je ne connais pas. Et juste qui m'ont dit passe à la soirée, passe machin, j'en rien à foutre. Mais t'as une shortlist quand même. Ah, j'ai une shortlist. Souvent ça te donne cette image de mec machin et tout. T'as une shortlist. Bah oui. Ah ben j'ai des gens que j'aime. Donc je le fais avec les gens que j'aime. Parce que je sais très bien que je t'appelle à strictement n'importe quelle heure. Ah oui, si je peux, je viens. Mais parfois, même des potes proches, quand ils me disent à 20h, machin et autres, bon, à 20h, j'ai déjà commandé à dîner, je suis déjà presque sur la fin, je vais pas ressortir, c'est très rare. Où il faut vraiment que ce soit exceptionnel. Par contre, je peux programmer des moments où je sais que là, j'ai un tunnel où ça va être plus soirée, chill, un peu déconnecté. Ça, c'est mon truc préféré de l'organisation de Romain, ça. Parce que je sais très bien, parce que j'ai accès à son calendrier, je sais très bien que je peux prendre un slot pour dans 4 mois et on verra. Pendant 4 heures, de 18h à minuit, et je sais que j'ai prévu cette soirée-là pour passer une putain de soirée, agréable. Et je serai là, et qu'avec Henri, pas de téléphone, rien, et juste je serai là. Mais je préfère le planifier comme ça. Voilà. Là, mon prochain moment, c'est le Grand Prix historique de Monaco. J'ai pris mes places pour le Grand Prix historique de Monaco. Pendant 3 jours, ça va être vroom vroom. Dans les apparts qui donnent sur le truc. Non, dans les gradins avec le petit à côté, avec le drapeau qui fait ça. Moi, je serai là, quoi. J'avais trop envie. J'ai jamais pris le temps de faire le Grand Prix historique vraiment en étant, voilà, donc tu vois, je prends des vrais moments et là pour le coup je suis plus ouvert à ce que je reçois un message Insta d'un gars qui a vu ma story qui me dit tiens on peut se croiser machin et tout, c'est le week-end ou vas-y, de toute façon t'es là pour ça, je suis là pour ça, je suis là pour voir des gens, pour aucun problème, mais sinon dans la vie de tous les jours tu peux pas tout faire, c'est impossible et pourtant je suis personne, quoi. Enfin, tu vois, ce que je fais, c'est plein de créateurs, c'est la vie de plein de créateurs, pas une exception, mais c'est je pense très perso après. Prochain point, YouTube comme laboratoire R&D pour les Beast Games. En fait, c'est vrai, Jimmy, et ça on peut s'en inspirer pour nos propres formats. Jimmy, il lance jamais un format sur Beast Game
sans l'avoir testé sur YouTube d'abord. Il voit ça comme une règle. Tu vois, par exemple, le jeu l'âge de, je sais pas, de 1 an à 100 ans, il a été testé d'abord sur YouTube et ensuite il a été repris en saison 1 de Beast Games et c'était un des meilleurs moments de la saison. Les décors style Squid Game, pareil, ça a été construit sur YouTube et ensuite ça a été décliné en ville entière sur Beast Game. Pareil, bah là j'ai plein d'exemples, je vais pas tous les citer non plus. C'est cool, je le fais à une toute petite échelle maintenant. Quand on parle de juste sujets avec des auteurs, je note vite les sujets. Dans mon prochain live, je lis un article en rapport avec ce sujet. Je le vends de la bonne manière sur ma chaîne secondaire, Romain Laneri Plus, dans les 2-3 semaines, et ça me permet de valider les meilleurs sujets. C'est une super idée. Et en fait, c'est trop bien. Il dit, on construit jamais alors, comment je peux le traduire ? En gros, on part jamais de rien pour construire des immenses villes. Là, ils le font avec confiance parce qu'ils savent que ça a déjà marché sur YouTube d'abord. Et c'est du Lean Startup, en fait, appliqué à la création de contenu. Et ça change tout d'avoir un lien. T'envoies un lien à toutes les équipes qui vont bosser sur le sujet. Ils regardent la vidéo. Sûr. Tu fais ça en x10, par exemple. Ils ont le mood, c'est un mood board vivant, le truc. Il y a rien de mieux, quoi. Et en fait, pour reprendre son exemple, il teste sur le canal le moins cher. Alors lui, le canal le moins cher, ça reste quand même YouTube. Mais si ça marche pas, ils perdent, je sais pas, $200,000 plutôt que... non, mais c'est pour... 2,5 millions. Plutôt que, je sais pas, 50 millions si c'était une saison de... Les échelles, elles sont folles. Et en fait, voilà... J'ai du mal à réaliser. J'adore les échelles, moi aussi. Moi, on m'a envoyé des devis là pour un shooting et tout. Vraiment, plus, entre 10 et 20 000 euros. J'étais... Ouais, on va voir quand. Cette vidéo, elle a un peu bidé. On a perdu 2,5 millions de dollars. Ça va. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais du coup, c'est un modèle intéressant à reprendre pour, je sais pas, même nos formats. Par exemple, tu fais du format court maintenant. Tu peux te dire, j'ai envie de raconter une histoire incroyable. Peut-être que je vais d'abord le faire sur Shorts, voir si ça prend, si c'est un bid ou pas. Et ensuite, je pourrais l'adapter en format long dans des mois. On fait pire que ça parce que non seulement tu peux effectivement, comme il dit, tu peux tester le sujet, tu peux tester les angles. C'est-à-dire que si tu as une histoire à raconter en format court, tu peux la raconter de 4 façons différentes avec 4 angles différents et ça peut t'inspirer l'angle pour la vidéo longue. Tu vois. Tu peux vraiment t'en servir comme laboratoire d'A/B test énorme. C'est très très vrai. Voilà. Et moi là, on touche la partie qui m'emmerde. Tu vois ? Ah ouais ? Le côté A/B test, faut machin, écrire, on va voir ce qui marche le mieux et tout. Oh, ça me fait chier à un point. Moi, j'ai envie de sentir le truc au fond de mes entrailles, quoi. J'ai envie d'écrire et de me dire, bon, j'ai quand même ce truc. Tu le fais quand même, tu l'as dit avec les lives, la chaîne secondaire. Exactement, mais toujours à une échelle un peu humaine, pas trop mathématique. Il n'y a pas un Google Sheet avec toutes les stats et tout dedans, quoi, tu vois. Et quand je fais un hook de vidéo, je me dis, bon, bah, sois pas con 2 secondes, sors des noms que les gens connaissent, sors quelque chose qui peut rappeler de la nostalgie, touche vite les gens d'un point de vue émotion. Je fais mon test, je l'envoie par SMS au groupe où on est 7-8. Je dis ça vous parle? Ah ouais, ça peut être trop bien, je le vois. Bah, ok, trop bien. Moi, lui, je le connais pas, c'est qui? Ok, vas-y, ça dégage, ça dégage. Voilà, mais après, c'est bon, une fois que j'ai ça, je me concentre plus sur quelle est l'émotion que je partage en vidéo et le calme que j'ai et l'importance de ce que je raconte plutôt que le rythme, les mots. Avec Zedito, c'était fou furieux. Enfin, franchement, cet épisode, pour moi, c'est un ovni, quoi. Ouais, c'est incroyable. Ça me fait trop rire. Et je dis bravo, parce que franchement, ça prouve qu'on peut tous les deux être créateurs à 2 horizons, mais complètement différents. Et si vous n'avez pas vu l'épisode Speakeasy avec Zedito, vraiment, allez-y, c'est assez ouf. Ça a rien à voir avec ce qu'on dit là, tu vois. Avec Zedito, justement, c'est A/B test à fond. Mais c'est très drôle parce que moi, il m'envoie des versions de montage de ses vidéos. Je la vois, c'est arrivé avec sa dernière vidéo, ça m'a fait rire. Je la vois publier 1 semaine après, c'est pas la même vidéo. C'est littéralement pas le même montage. Genre vraiment, il y a tout à changer. Alors, il y a une phrase du doc, c'est le prochain point, qui est assez brutal, hein, en vrai. Il explique en gros que c'est un miracle si une journée de travail dure moins de 15 heures. Voilà. Ces vraies journées de travail, selon ce qu'il dit, c'est entre 18 à 20 heures. Donc ça laisse 5-6 heures pour dormir et faire le reste. En fait, pendant des mois, simultanément sur Beast Games et sur sa chaîne YouTube principale, c'est ce qu'il disait. Il faisait du 12, du 15 heures par jour des fois. Parfois, ça montait à 18-20 sur les Beast Games. Et en fait, il dort sur place. Ça laisse, comme je l'ai dit, ça laisse très peu de temps pour faire le reste. Il y a des déplacements entre les sets, des voix off enregistrées, du contenu vertical à produire. Il y a 40 créateurs internationaux qui attendent leur minute avec MrBeast pour faire du contenu ensemble.
Et en fait, tout est planifié à la minute. Il explique son agenda, il est vraiment planifié à la minute près. Donc, c'est ce qu'on dit sur Google Agenda depuis des mois sur plein d'épisodes, mais à une échelle encore supérieure. Donc, ça, c'est sur un moment court. C'est quand il y a une grosse production comme les Beast Games. Là, on parle quand même de plusieurs mois de tournage sur les Beast Games. Moi, j'arrive pas à croire que tu fais 18 heures par jour pendant des mois. Après, peut-être qu'il abuse un peu 12 pour heures, le doc. par contre, 12 heures, j'y crois. Ouais, 12 heures, c'est ce qu'il dit. C'est que... Bah oui, tu vois, une modulation moyenne, entre 12, 10, entre 12 et 18 c'est ça, selon c'est les du périodes, 15, c'est faire. Hein. Et ce qui est... Pardon, mais tu as les infos sur sa façon de vivre? Ce qu'il mange, est-ce qu'il fait du sport, est-ce qu'il a un coach santé? Moi, je peux te dire qu'il mange du Feastables. Il en a pas trop parlé. J'aurais adoré d'ailleurs Parce que pour doc. faire ça, c'est impossible de pas avoir un coach qui te suit, de pas avoir une santé de c'est ouf. impossible. Ouais. C'est juste impossible. Moi, Il va pas boire une bière en fin de journée. Hein. Moi, j'aurais adoré avoir un doc sur les 6 heures où il travaille pas. Tu vois, l'inverse de ça. Exactement. En fait, juste qu'est-ce qu'il fait? Et dans une pièce blanche, il dort. Et je pense que il est juste éteint. S'il n'y a pas de doc, c'est juste. Ça doit être dur par contre. Il s'affiche souvent avec sa femme. Ça doit pas être évident. Et après, mec, quand t'es la meuf, quand t'as épousé Jimmy de MrBeast, tu sais dans quoi tu rentres. Hein. Enfin, bien sûr, mais que... je pense. Enfin, moi, j'ai toujours une croyance, c'est que la femme fait 80% du taf que tu vois dans la lumière du mec. C'est que si il est avec cette femme-là, oui, ok, peut-être que il sait, elle savait exactement en avance et autres, mais s'il a pu aussi bien évoluer, autant accepter ces horaires-là, ce travail et autres, c'est parce que ce que tu vois pas, c'est que tu as une compagne de fou malade qui est une fusée à réaction derrière et qui te pousse. Enfin, plus je vieillis, plus je pense que le vrai secret, c'est de choisir par qui tu es accompagné dans la vie. Et je pense que ta vie peut être un enfer et être que des échecs si t'es pas avec une personne qui est dans la même énergie que toi, qui va pas te pousser, qui comprend pas à quel point tes retranchements peuvent être dépassés, versus t'es la même personne, mais t'es accompagné d'une fusée à réaction tous les jours. Et ça, on le voit pas et on n'en parle pas beaucoup. Et plus je gratte sur des histoires d'entrepreneurs, de personnes à succès et autres, qui majoritairement, on parle maintenant de plus en plus des femmes, surtout aux US dans les articles que je lis, je trouve ça génial, mais souvent elles sont moins mises en avant que les hommes, surtout dans la tech, dans l'entrepreneuriat et autres. Dès que tu grattes un peu, va voir avec qui il est marié, comment ça se passe et tout à la maison, putain, il n'y a rien qui bouge. Faut t'assurer que c'est exceptionnel. Enfin, tu peux vraiment compter sur cette personne qui va maintenir toute cette vie-là pour que quand tu rentres le week-end et que t'es que 5 heures de pause, tes 5 heures, ça soit pas fait ci, t'as oublié ça, t'es une merde, t'es machin, tu vois, t'étais pas présent, tu vois, il n'y a pas ce truc-là, quoi. Non, mais c'est vrai et c'est dur. Mais c'est dur parce que tu relation affreuse. Mais non, mais c'est impossible. C'est impossible. Cette vie-là, elle est impossible avec une personne lambda. Attends, c'est impossible. On est aussi dans un contexte où t'es face à des gens, un gars comme Beast, tous les trucs de la vie quotidienne qui va te prendre du temps ne sont pas gérés par. Enfin, tu vois, genre, il y a des gens qui font ses courses, qui font ça. Enfin, tu vois, genre. Mais moi, je parle même pas de ça. Je parle de la personne qui peut te dire, t'as oublié que ce jour-là, c'était ça. Tu m'as même pas fait une petite attention pour ça. Tout je pense que lui et sa meuf, eux deux, ont tellement d'assistants que fondamentalement. Je te parle de l'amour entre les deux. Oui. Je te parle du perso, le truc qui s'achète pas. Le truc où il y a que toi qui as cette info sur la personne de quand tu rentres chez toi, tu vas lui poser la question qui fait que tu l'as considéré. Et ça, quand t'es occupé à 16-18 heures par jour, jamais t'y penses. Et pour que la personne ne le prenne pas contre elle et qu'elle soit encore là dans l'accompagnement, moi je dis putain chapeau quoi. Mais je te dis ça parce que dans les docus que tu cites, très souvent c'était ça aussi à une certaine époque, parce que c'est aussi une réalité du travail domestique, de machin, de trucs. Ouais, mais ça c'est une autre échelle. Ça c'est une autre échelle. Ça, c'est cadre supérieur, bon poste, je ramène les sous-sous à la maison, il y a la bobonne, la meuf qui horrible. se tapait Exactement. Voilà, ça c'est une autre échelle. Là, je te parle de milliardaire. Donc, tu n'as plus besoin de... Oui, là, c'est de l'intrapersonnel. Tu n'as plus besoin de plus. Ouais. C'est juste une question de performance avec toi-même, tu vois. Et c'est ça qui est lunaire, je trouve, pour moi. Et il y a un autre point aussi, je crois que c'est un des derniers. Genre, il fait un déjeuner de Noël, il fait un truc avec, tu vois, genre, je pense, ouais. Mais je rêverais de savoir sa vie perso. Un doc sur la vie perso, en fait. Juste ça. Ça ressemble à quoi? Juste les dès moments où qu'il sort de son hangar, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, où est-ce qu'il va? Il prend son tel, il y a sa mère qui lui dit ça va, c'est bien passé, je savais que tu avais ce tournage, et il l'appelle et il reste 10 minutes, tu vois.
J'en sais rien. Ouais. Il aime cuisiner, il coupe des légumes pendant 30 minutes. Enfin, tu vois, où là, tout de suite, son temps n'a plus de valeur, quoi. Enfin, si ce n'est que pour lui, quoi. À un moment, pendant le documentaire, on le voit, enfin, il s'endort. Il est comme ça, et il tombe. Et en fait, le mec à côté de lui dit, ouais, là, il fait juste une petite sieste de 30 secondes. Et après, il se relève et il part. Tu vois, c'est fou. C'est dingue. Après, c'est les Américains, quoi. Donc, j'ai vraiment... Tu penses que c'est scénarisé? Il y a toujours, bah oui, t'as un paradoxe qui sort comme ça. Voilà, c'est pour ça que quand tu me dis 18 heures par jour, je trouve, voilà, même des grosses journées d'Elon Musk, 18 heures, c'est quand même pas évident de le tenir sur du long terme. Mais la partie scénarisée, la partie réelle, et c'est factuel. Les équipes qu'il a, le nombre de contenus et tout, tu peux pas le faire tout seul et t'es vraiment un sportif de haut niveau quand tu fais ça. Mais effectivement, ça... Et le dernier point, du coup, à la fin, on lui pose la question directement. Est-ce que tu continueras à ce rythme quand tu auras une famille, des enfants? Et en fait, il répond, je sais pas. Moi, je sais juste ce que je fais pendant les 24 prochaines heures. Et c'est manger et filmer. C'est ce qu'il a dit. Et en fait, il n'a pas trop de réflexion sur l'avenir. Juste, il pense à ce qu'il va faire aujourd'hui, demain. Et il se demande pas, est-ce que je vais continuer à ce rythme-là fou, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez de cette info. Il y a une partie de moi qui aurait tendance à dire c'est un peu jeune comme réflexion. Tu vois, je trouve pas ça très... moi, j'aurais tendance à dire c'est pas très mature. C'est oui, on verra. Enfin, déjà, je sais pas ce que je vais faire les 24 prochaines heures et tout. Bon, après, t'es un produit, quoi. C'est-à-dire que t'es un produit de consommation, on t'utilise tel quel, et à un moment donné, peut-être que t'auras envie que ça s'arrête. Mais c'est du sportif de haut niveau, quoi. Voilà. C'est-à-dire que... C'est compliqué de demander à un jeune athlète très très fort à 18 ans et alors à 30 ans t'es là genre mais en fait lui il a 30 ans mais non mais tu vois ce que je veux dire ouais. C'est la même énergie quoi, tu vois. Je pense que aujourd'hui sa vie c'est ça, c'est son travail et je pense pas que sa vie par contre actuelle puisse être compatible avec ce qu'on imagine d'une vie de famille, tu vois. Après bon t'en as, ils ont 15 enfants, ils les voient 30 minutes par an, puis ça leur va. Chacun fait comme il veut. Les mecs businessmen à l'ancienne, t'inquiète pas qu'ils se gênaient pas énormément de voir leur môme une fois par semaine. C'est sûr. Basta, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que... non, mais tu vois... moi, c'est des réflexions. Je me dis pas, demain, j'aurais plus envie d'avoir une vie de famille que ma vie de travail. Donc, je me pose pas la question de vie de famille. Mais à un moment donné, peut-être qu'elle arrive, quoi, tu vois, cette question. Ouais. Et c'est parfois souhaitable pour certains, parfois pas. Je sais pas. Mais je pense que t'as des gens, je sais pas, il y a quand même un ersatz de vie de famille là-dedans, dans le sens où je pense qu'il y a des gens, être le conjoint de ce genre de personne, c'est hyper rassurant, tu vois. Parce qu'il y a aucun monde où le mec va te tromper. Il y a aucun monde, enfin tu vois, genre le gars a pas le temps, de toute façon. Tout est cadré, enfin tu vois, mais tu sais où il va. C'est une série télé, quoi, quand même. Non mais c'est spécial, je ne te cache pas que c'est spécial, mais ouais. C'est... Voilà, en tout cas. Curieux d'avoir vos commentaires. Ouais, je suis curieux de. Je pense que là, ça Lâchez-vous. va être. Et allez voir le documentaire, en tout cas la vidéo sur YouTube, qui est très bien. Et du coup, j'irai le voir. J'ai fait exprès de pas le regarder parce que je savais que Paul allait en parler dans Speakeasy, et donc je voulais découvrir en même temps. Voilà, vous avez les points un peu chauds du doc. J'espère que ça vous a plu. Grave. Et puis voilà. On se rejoint tout de suite dans un nouvel épisode, parce que vous pouvez enchaîner là, maintenant. Nouvel épisode de Speakeasy. D'ailleurs, vous n'avez pas le choix. Et abonnez-vous. C'est une menace. Abonnez-vous. À très bientôt. Au revoir. Salut.